Salut à toutes et à tous, c'est le rebelle capitaliste. J'espère sincèrement que vous vous portez très bien aujourd'hui. Comment résoudre la crise inflationniste? L'inflation, j'en parle depuis le début de ce podcast, c'est-à-dire il y a plus d'un an. Alors qu'à l'époque, on nous disait qu'il n'y aurait pas d'inflation, premièrement. Deuxièmement, que l'inflation était transitoire. Et maintenant, aujourd'hui, on nous explique qu'on est au pic de l'inflation. Il est possible qu'en effet, l'inflation se modère dans les semaines qui viennent, qu'on ait un petit reflux, mais il ne sera que temporaire. Si vous croyez qu'on va rester aux 9% d'inflation aux États-Unis, 9% officiel, on est à 18% selon les critères des années 70 au niveau du calcul de l'inflation, vous fourrez le doigt dans l'œil, on va aller bien plus haut parce que la situation est bien pire que dans les années 70. Nous sommes bien plus endettés, nous avons une moins bonne culture économique, un moins bon capital social. Nous avons une moins bonne qualité de business et surtout aussi au niveau des réserves de pétrole, nous avons des taux de déplétion, c'est-à-dire des taux d'affaiblissement des ressources pétrolières qui sont beaucoup plus importants que dans les années 70. Dans les années 70 et dans les années 80, à partir du moment où on a décidé de bien rémunérer le pétrole, et à partir du moment où les pétromonarchies se sont aperçues que l'administration américaine avait bien tenu compte de leur desiderata, c'est-à-dire de ne plus être payé dans un dollar qui ne cessait de se dévaluer, mais d'être payé en T-bonds, c'est-à-dire en bons du Trésor américain qui tenait compte de l'inflation américaine. À partir de ce moment-là, on a mis le paquet sur l'investissement et la ressource pétrolière, la production pétrolière est repartie à la hausse, permettant de calmer l'inflation. Tout ça s'est passé sous les Reaganomics, grâce à Reagan, Thatcher, etc. Qu'on se le dise, ce n'est pas très accepté aujourd'hui, mais ce sont ces gens-là qui ont résolu la crise inflationniste. Alors, comment ont-ils résolu cette crise? Quels sont les Reaganomics? C'est-à-dire les Economics for Reagan, l'économie selon Reagan. C'est un bon mot, on va dire, mais quand même, ça permet de résoudre pas mal de problèmes. Et donc, ce qui a été fait dans les années 70, nous devrions pouvoir le répliquer aujourd'hui, même si la situation est bien plus difficile aujourd'hui. Alors, comment faire? Eh bien, je parle aussi très souvent dans mes podcasts du taux réel négatif, c'est-à-dire la différence entre le taux nominal et l'inflation. Aujourd'hui, les taux réels sont négatifs, donc, c'est-à-dire que l'inflation est beaucoup plus forte que les taux nominaux. Les taux nominaux, c'est les taux décidés par les banques centrales, notamment la Fed. Aujourd'hui, on n'est à même pas 2% sur la Fed. Au niveau de la BCE, on est même pas 1%. Donc c'est très faible. Quand normalement vous avez 10% d'inflation, il faut que vos taux nominaux à 5-10 ans soient à peu près à 10% aussi. Voilà. Aujourd'hui, on en est très loin. Donc aujourd'hui, techniquement, quand l'inflation est, par exemple, aux États-Unis de 9% et que le taux nominal Fed est à 2%, eh bien, l'argent vous est donné à hauteur de 9 moins 2%, c'est-à-dire 7%. C'est-à-dire que finalement, l'argent se rémunère de lui-même à hauteur de 7%. C'est quand même dingue. Normalement, l'argent, ça doit coûter. Normalement, il y a un coût d'opportunité, un risque au niveau du prêteur qui doit tenir compte de l'inflation et qui doit se rémunérer du fait du risque temporel qui est appliqué à son action. Il se prive de son argent temporairement pour le prêter à quelqu'un, faire une gratification différée, une utilisation différée de son argent. Et cette privation volontaire doit être rémunérée, sinon il n'y a aucun intérêt à la faire. Voilà. Donc la première solution, et bon ça je le dis tout de suite et à longueur de podcast, mais c'est d'augmenter fortement les taux d'intérêt comme Paul Volcker l'a fait dans les années 1980. On est parti à plus de 15% de taux Fed à l'époque parce que l'inflation était à plus de 15% et donc Paul Volcker a ainsi utilisé le plus gros levier, le levier monétaire, le levier dont il disposait puisqu'il était président de la Fed, gouverneur de la Fed plus précisément. Et donc, ça a permis de remettre la rétribution de l'argent à sa juste valeur par rapport à l'inflation. Et donc, l'inflation s'est calmée de fait. Mais ce n'est pas suffisant parce que vous avez le levier monétaire, certes, qui aujourd'hui est détenu par Jerome Powell, qui est gouverneur de la Fed actuellement. Mais même si Powell décide d'augmenter fortement les taux d'intérêt, effectivement, ce sera une action significative et importante. Mais la difficulté, c'est que vous avez aussi le levier fiscal. Le levier fédéral
qui aujourd'hui est détenu par Biden, l'administration démocrate, et qui est surendetté. L'État fédéral américain est surendetté. Or, cet endettement génère des emprunts vis-à-vis des marchés, vis-à-vis de la Fed, etc. Et donc, ça génère de la masse monétaire supplémentaire. Or, l'inflation, c'est toujours et partout un phénomène monétaire. Vous avez une distorsion. L'inflation, c'est une distorsion entre la masse monétaire et la quantité de biens. Donc, si d'un côté, vous rémunérez plus difficilement l'argent, mais que de l'autre côté, l'État fédéral, le secteur public continue à se surendetter, eh bien, vous continuez à avoir un gonflement de la masse monétaire. Actuellement, on constate que la Fed a légèrement réduit son bilan, très légèrement, c'est une nouveauté qu'il faut noter. Mais simplement, à côté de ça, vous avez Biden qui vous explique qu'il va tout faire pour lutter contre l'inflation. C'est un hypocrite, c'est un menteur. Parce que, certes, le bilan de la Fed diminue un peu, mais l'endettement de l'État fédéral américain, dont Biden est responsable, augmente, explose de façon exponentielle. Donc, si vous voulez lutter contre l'inflation, il faut activer deux leviers, le levier monétaire et le levier fiscal. Alors, comment vous activez le levier fiscal, je dirais le levier de l'endettement public, en tout cas sa maîtrise? Eh bien, soit vous diminuez drastiquement les dépenses de l'État, vous diminuez le nombre de fonctionnaires, vous diminuez les missions de l'État. Et donc, on arrive sur la théorie de l'État minimal que je défends sur cette chaîne, et ça me permet d'en reparler, au sens où le meilleur État, c'est quand même l'État de l'époque victorienne, où on avait 10-15% du PIB de l'Angleterre qui partait dans les dépenses étatiques, dans les dépenses publiques, et tout le reste, c'était pour le privé. Et ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Je suis personnellement pour l'État minimal, je suis un minarchiste et pas un libertarien ou un Rothbardien du nom de Rothbard. Pourquoi? Parce qu'il me semble que les États sont les vainqueurs de la libre compétition entre les différents États pour le marché de la sécurité publique. C'est un marché évidemment informel, je dirais historique et un petit peu conceptuel, mais en gros les États disons que les différents acteurs, les différents groupes humains, pour être très large, se sont tapés dessus pendant des siècles et il en a émergé au bout d'un moment, à partir d'une certaine maturité des populations et de l'organisation administrative, politique, l'armée de métier qui s'est développée petit à petit. Eh bien, les États ont montré qu'ils étaient les plus efficaces, les moins dépensiers dans la mission de protection civile, dans la mission de protection intérieure via la police et la justice, et via la mission de protection extérieure par la défense, l'armée. Voilà. Mais en dehors de ces missions régaliennes, on peut ajouter la monnaie aussi. En dehors de ces missions, encore que la monnaie c'est plus compliqué, on peut admettre une libre concurrence monétaire en dehors des monnaies fiduciaires gouvernées par les États. Eh bien, en dehors de ces missions régaliennes, tout le reste peut être géré par le secteur privé et de façon beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est un premier levier qu'on devrait pouvoir activer, c'est-à-dire diminuer fortement les dépenses de l'État. Comme ça, on diminuerait le poste d'endettement des acteurs les plus endettés au monde, qui sont les États, et comme ça, on diminuerait la masse monétaire. Je crains que ce n'est pas ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé sur Reagan et Thatcher dans les années 1980. C'est un deuxième pilier des Reaganomics avec la politique monétaire adaptée. Eh bien, avoir une politique de réduction de l'administration. Je pense que ça a très bien marché dans les années 80. Vous aviez aussi un troisième pilier, la dérégulation formelle, dérégulation au niveau des règles, des normes, qui a permis de libérer aussi des énergies aux États-Unis. Et le quatrième pilier, c'est avoir une monnaie saine. Je ne pense pas que malheureusement ce pilier de la diminution du secteur de l'État soit activé. Et donc, que reste-t-il ? Que reste-t-il donc en dehors, pour faire fonctionner cet État, que reste-t-il en dehors de l'inflation et de l'endettement public qui, on le voit, coûte très cher? Eh bien, ce qui coûte moins cher que l'endettement et l'inflation, en dehors donc de ce pilier de la réduction du secteur de l'administration, du secteur public, eh bien, c'est les taxes.
augmenter les taxes. Et là où on peut augmenter les taxes, c'est sur les classes moyennes. C'est là où est l'argent aujourd'hui. Les populations riches sont peu nombreuses et elles payent beaucoup de taxes déjà. Les populations pauvres, par définition, sont pauvres, donc elles n'ont pas beaucoup d'argent. Eh bien, il reste les classes moyennes. Et donc, je pense que les classes moyennes seront mises à contribution. Malheureusement, je dirais, il faut savoir que voilà, il y a un arbitrage très clair. Soit vous réduisez drastiquement la sphère de l'État, la sphère publique, soit vous allez payer plus de taxes. Voilà, il n'y aura pas de tierce solution. La tierce solution, c'est l'inflation et on voit à quel point elle est coûteuse, à quel point elle détériore le tissu économique, elle détériore la confiance, elle détériore toutes les anticipations des acteurs au niveau microéconomique, donc in fine au niveau macroéconomique, à quel point donc elle dégrade les investissements. Enfin bref, c'est comme une sorte de cancer, l'inflation, et il vaut mieux une bonne chimiothérapie via, je dirais, des taxes sur les classes moyennes plutôt que cette inflation. Et ça, je pense que les États vont s'en rendre compte. Vous allez avoir une vague de nouvelles taxes, de nouvelles normes qui vont se mettre en place, malheureusement, parce que je pense que les populations sont désormais trop dépendantes de l'héroïne. Elles sont trop cocaïnomanes par rapport à la drogue de l'argent public. Et donc, je pense qu'elles ne s'en départiront pas. Elles préféreront payer beaucoup plus de taxes que de diminuer le secteur public, malheureusement. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas 36 solutions. Pour diminuer l'inflation, il faut augmenter les taux des banques centrales, il faut augmenter les taux d'intérêt. Il faut ensuite soit diminuer la taille de l'État sur le levier, je dirais, fiscal, soit augmenter les taxes, tout simplement, sur les classes moyennes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous, partagez aussi, c'est très important si vous voulez faire connaître la chaîne. Je délivre tout ça gratuitement, donc j'espère que ça vous plaît et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.